Europe 1, les lundis de la primaire. Ces primaires ne doivent pas être une bataille de personnes. La primaire est une chance. L'identité heureuse, l'identité retrouvée de la France. Qu'est-ce qui compte? C'est l'avenir, c'est pas le passé. Je vois bien le duel annoncé. Je veux parler au nom du peuple de France. Les lundis de la primaire, épisode 1, avec ce matin Nicolas Sarkozy. Tout à l'heure à 9h, il répondra à vos questions dans la social room, voilà, sur Facebook Live. Mais tout de suite, c'est à vous au téléphone et on commence avec Julien. Julien qui a 27 ans, qui nous appelle de Tours et qui est responsable commercial en outillage industriel. Bonjour Julien. Bonjour. Monsieur Sarkozy vous écoute. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour Julien. Donc ma question va être assez simple. Que comptez-vous faire pour la fiscalité, notamment pour les classes moyennes ? Écoutez, je croyais y avoir répondu tout à l'heure, mais bien volontiers. Le premier élément de notre stratégie, c'est la baisse des charges sur les entreprises. Mais je n'accepterai pas, Julien, une politique économique qui ne baisserait les impôts que pour les entreprises. Donc, pour les classes moyennes, c'est 10% de baisse de l'impôt sur le revenu et la suppression des charges sociales sur les cotisations sociales. J'ajoute autre chose. Je pense, Julien, quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a créé un patrimoine, qu'on a payé ses impôts sur ce patrimoine, il est normal qu'on puisse le transmettre en franchise d'impôts à ses enfants. C'est pourquoi je propose pour les classes moyennes 400 000 € d'exonération de droits de succession pour ceux qui ont acheté un pavillon de banlieue ou qui sont propriétaires de leur petite maison, de leur appartement. Jusqu'à 400 000 €, pourquoi, c'est ça, exonération. Jusqu'à 400 000 €, je propose l'exonération. Et pour les entreprises sur les droits de transmission, je propose 85% d'exonération sur les droits de transmission à la condition que le nouveau propriétaire de l'entreprise s'engage à maintenir l'emploi et l'activité pour 5 ans. Aujourd'hui, il y a moins d'un foyer sur deux qui paye l'impôt sur le revenu en France. C'est un problème, ça ? Pardon, c'est pas tout à fait exact, parce qu'aujourd'hui, il y a deux impôts sur le revenu, si vous me le permettez. L'un qui est progressif, l'IRPP, l'autre qui est proportionnel, qui est la CSG. Il y a 100% des gens qui payent la CSG. Donc on ne peut plus dire, comme on disait avant 1989, qu'il n'y a qu'un foyer sur deux qui paye l'impôt sur le revenu, puisque tous payent. Tout le monde paye la CSG, mais il y a 47% qui payent l'impôt sur le revenu. La CSG, est-ce que c'est un impôt sur le revenu ou pas ? Mais bien sûr, le fait qu'il soit proportionnel n'enlève pas que c'est un impôt sur le revenu. Question suivante, Marie-Victoire qui nous appelle de Paris, elle a 22 ans, elle est étudiante en dernière année d'école de commerce. Bonjour Marie-Victoire. Bonjour. Nicolas Sarkozy vous écoute. Moi je vais bientôt rentrer dans le monde du travail et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposez pour favoriser la transformation des contrats précaires en CDI et quelle est votre position face au contrat unique ? Bon, Marie-Victoire, je dois vous dire que j'ai beaucoup réfléchi à cette question du contrat unique. J'y suis pas tellement favorable. Pourquoi ? Parce que je considère qu'il y a une immensité de variations de cas entre la jeune étudiante qui rentre dans la vie de travail, celui qui est bac plus 18 ou celui qui est sans emploi depuis 3 ans. Je pense qu'au contraire, il faut des contrats adaptés à la situation de chacun. Je ne pense pas que le contrat unique remplisse à lui tout seul, réussisse à résoudre ce problème. S'agissant des contrats de travail, le problème pour nous, c'est d'avoir de la croissance et de faire une politique économique centrée exclusivement sur ce dont ont besoin nos entreprises pour être compétitives. Parce que sans entreprise, Marie-Victoire, il n'y a pas de contrat. Le CDI, le CDD, le contrat unique, tout ça c'est bel et bon. Mais si nos entreprises font faillite, il n'y en a pas. Bruno Le Maire, il propose un CDD renouvelable éternellement à l'infini. C'est une bonne idée, ça ? Moi, je pense que le CDD, c'est meilleur que ne pas avoir de contrat. Et donc, ce qui compte pour moi, c'est pas tant ça. On est déjà dans une stratégie défensive. C'est qu'on retrouve de la croissance, que nos entreprises puissent se battre sur les marchés européens à égalité de concurrence avec les autres. Et après, c'est au chef d'entreprise de proposer un CDI ou un CDD. Il ne propose pas pour faire plaisir un CDD. S'il pouvait, il ferait un CDI. Mais ce qui compte, c'est la croissance et la compétitivité de nos entreprises. On a un tweet de Chris avec le hashtag un matin. Lui, il est auto-entrepreneur et il écrit « Mes 2 ans de chômage me permettent de me lancer. Alors, dégressivité ou pas, vous avez dit que vous êtes pour la dégressivité des allocations chômage. Hein. » Bon, d'abord, les auto-entrepreneurs, je les ai créés. Ça marche très bien. Il faudra d'ailleurs que les commerçants et les artisans baissent leurs charges et les normes pour se trouver à égalité de concurrence avec les auto-entrepreneurs. Chris, je suis désolé pour la dégressivité, mais enfin, il faut que vous ayez conscience des chiffres. Hein. Le système d'assurance chômage a une dette de 35 milliards d'euros. Cela veut dire une année entière de cotisation des entreprises. Nous avons un déficit de près de 7 milliards d'euros chaque année. Il faut trouver des économies. Je propose 20% de dégressivité au bout de 12 mois et 20 autres % de dégressivité au bout de 18 mois. Je n'ai pas voulu que la dégressivité commence tout de suite
parce que pour donner la possibilité à celui qui est au chômage, qui est un drame, de se retourner, mais on ne pourra pas faire autrement. Mathieu est étudiant en droit à Toulouse, il a 24 ans. Bonjour Mathieu. Bonjour Monsieur Sotomo, bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour, J'ai une Mathieu. question à vous poser à propos de l'environnement et de l'avenir de la France. Vous avez déclaré que l'homme n'était pas le seul responsable du réchauffement climatique. Vos déclarations fait bondir le monde de la climatologie. Quels sont selon vous les vrais facteurs en cause selon vous et qu'est-ce que vous proposez de manière concrète par rapport à cela ? Vous savez, c'est extraordinaire la pensée unique. Quand on dit quelque chose de bon sens, comme c'est pas l'homme qui est responsable de tous les changements climatiques connus de la planète, c'est une vérité d'évidence. Vous savez, la planète existe depuis 4,5 milliards d'années. Et les premiers hominidés, c'est 3 millions d'années. Donc on n'est pas les seuls responsables, même si, bien sûr, l'homme a une responsabilité dans le dérèglement climatique. J'ai dit, c'est pas le seul. Alors, vous assumez les propos que vous teniez en 2009 à la COP 15 à Copenhague, quand vous disiez « Nous avons une responsabilité historique ». Qui osera contester cette réalité historique ? Qui osera la contester ? Nous avons une responsabilité, mais on n'est pas les seuls. Parce que le changement climatique, on l'a toujours connu sur notre planète. Alors, la question de Mathieu, c'est quelle est la priorité pour moi ? La priorité, Mathieu, elle est assez simple. L'humanité est en face d'un défi qu'elle n'a jamais connu, Mathieu. Jamais. Dans toute son histoire, c'est le défi démographique. Nous sommes 7 milliards sur la planète. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. C'est un défi gigantesque. Je propose la création d'un organisme mondial pour surveiller l'évolution démographique de la planète avec cette question qui m'apparaît centrale et qui est liée au dérèglement climatique. Combien d'habitants pourront vivre sur la planète avec son corollaire ? Quelle politique de natalité ? C'est un problème grave que vous soulevez, mais pardon, vous répondez à côté de la question, parce qu'il y a aussi un problème de démographie et de réfugiés climatiques. L'ONU dit qu'il y aura 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050. Donc c'est deux problèmes importants mais distincts. Ils sont parfaitement liés, Thomas Soto. Prenons un exemple, le Nigeria. Dans 30 ans, le Nigeria, tenez-vous bien, aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Dans 30 ans, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé de la planète. Lagos, sa capitale économique, a 22 millions d'habitants. Si on ne fait pas un lien entre l'explosion démographique et le dérèglement climatique, le dérèglement de l'environnement, la prolifération des villes, l'épuisement des ressources en énergie, alors c'est qu'on ne comprend pas la réalité de la cause. Nathalie Kosciusko-Morizet, hier sur Radio J, disait « Je regrette que Nicolas Sarkozy renie sur ce sujet ses convictions passées ». Je suis même pas sûr qu'elle pense ça. Elle a été mon ministre et mon porte-parole. En général, elle est connue pour dire ce qu'elle pense, Nathalie Kosciusko-Morizet. Auditeur suivant, c'est Pierre qui nous appelle de Strasbourg. Il a 58 ans, il est fonctionnaire. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour Pierre. Pierre. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi, quand on est mis en examen, on ne peut pas devenir ministre. Par contre, on peut devenir président de la République. Ah, allusion à l'affaire Big Malion, donc. Je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on devienne ministre. Pour ma part, Pierre, vous me permettez de préciser une chose. J'ai eu la semaine dernière mon 5e non-lieu. Donc si j'avais dû attendre à chaque fois, si j'avais dû renoncer à mes responsabilités politiques, à chaque fois que j'ai été accusé, j'ai été 5 fois innocenté. Vous allez voir, ça va continuer. Pour moi, l'état de droit, c'est pas simplement pour les autres et pas pour moi. Vous redoutez c'est pour un procès dans moi. l'affaire Big Malion ? Est-ce que vous y pensez en vous rasant le matin, cette affaire Big Malion ? Mais pas du tout. Vous savez, j'ai fait une campagne de 2012 sur l'affaire Bettencourt. 2 ans après, j'ai eu un non-lieu. Donc, ce ne sont ni les juges, ni les journalistes qui choisiront le prochain candidat. C'est les Français, c'est aux Français de décider. En ce qui me concerne, s'agissant du dépassement du compte de ma campagne, j'ai réglé sur mes deniers 343 000 €. Et Pierre, vous serez peut-être content de savoir... Vous serez peut-être content de savoir que je suis le premier candidat à la présidence de la République qui n'ait rien coûté aux contribuables, puisque les 12 millions de ma campagne n'ont pas été remboursés. J'ai dû les allumer. Vos comptes de campagne et l'affaire Big Malion sont deux affaires différentes. J'ai été parfaitement innocenté des agissements des dirigeants de Big Malion après 12 heures d'interrogatoire. On ne va pas recommencer à Europe numéro 1. Non, simplement factuellement, vous êtes mis en examen pour financement illégal de campagne électorale. Non, pour déplacement du plafond de la campagne, c'est l'alinéa 3. Oui, le dépassement du plafond de dépenses des campagnes électorales est un élément constitutif du financement illégal de campagne. C'est pour ça qu'on passe de article L 113.1 du Code électoral. C'est l'alinéa 3, il y a 6 alinéas, peu importe. Et par ailleurs, ça a déjà été jugé par le Conseil constitutionnel. Ce sont deux affaires distinctes. Le Conseil constitutionnel parlait de vos comptes de campagne et Big Malion, c'est une enquête qui a commencé en 2013. L'enquête, elle est terminée. Après 12 heures d'interrogatoire, ma probité a été parfaitement démontrée. Et c'est M. Tournaire qui l'a démontré. Question d'Abdel à présent, qui est en ligne avec nous. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour. Je vous appelle de Bonjour, Rony monsieur Sous-Bois. Sarkozy. Bonjour Abdel. Voilà. Bonjour Monsieur Sarkozy. Donc moi je voulais vous poser une question. Voilà, je suis français de confession musulmane. J'aimerais Monsieur Sarkozy que vous puissiez m'expliquer, moi qui vis en parfaite harmonie avec la République tous les jours et qui en même temps a la chance de voir tout autour de moi des femmes de ma famille et même à travers mes amis, des femmes qui ont fait le choix librement de s'habiller, de se vêtir comme elles l'entendaient, sans aucune appartenance à aucun groupe politique, je le précise. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez, Monsieur Sarkozy, pourquoi moi, Abdel, je devrais voter pour vous aux primaires, et après, si vous gagnez, pourquoi je devrais voter pour vous aux élections présidentielles. Quand je dis moi, je prends également l'exemple de Français, de confession musulmane ou pas, qui partagent ma vision du vivre ensemble. Voilà, c'est ma question. Bonjour Abdel, merci de me poser cette question. Vous êtes un Français comme tous les autres, et notamment comme moi. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais je vais vous expliquer que le problème n'est pas de voter pour moi. Le problème, c'est la conception que nous avons de la République, Abdel. Pourquoi je suis opposé au port du voile, au port de la burqa, au port du burkini? Parce qu'Abdel, quand vous dites, dans un monde idéal, le choix libre des personnes qui sont autour de vous, je vous crois, Abdel. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a des quartiers entiers en France où on n'a jamais vu autant de voiles. Et nous pensons que c'est la tyrannie des minorités, que si nous ne mettons pas une règle qui garantisse l'égalité stricte entre l'homme et la femme, alors la jeune fille de confession musulmane de votre famille ou de la famille de votre voisin, qui voudra demain ne pas mettre de voile, sera obligée de mettre le voile parce qu'il y a une pression de la communauté. Pardon Abdel, il y a la réalité. Et puis, est-ce qu'on souhaite, je ne vous en fais pas le procès théorie, à vous. Sarkozy, Non, c'est pas la théorie. Non, c'est pas la théorie, écoutez, Abdel. Parce que dire que dans certains quartiers, il n'y a pas la pression communautariste sur un certain nombre de jeunes femmes, eh bien, c'est dire une contre-vérité. Je me permets de vous le dire très simplement. J'ajoute, Abdel, moi je suis de confession catholique. Quand on est passé de la catholicité à la laïcité, ça demandait un effort, vous savez, Abdel, de la part de la religion catholique. La question pour moi est simple, et je vous le dis très simplement, mais du fond de mon cœur. C'est pas à la République de s'adapter à l'islam. C'est à l'islam de s'adapter à la République. Mais l'islam est nous ne voulons solide dans la pas. République, Monsieur Sarkozy. Parfait. Eh bien, nous, sur le territoire de la République, sur les plages, les femmes et les hommes sont en maillot de bain. Il n'y a pas un horaire dans les piscines pour les femmes et un horaire pour les hommes. Et si je devais accepter le voile à l'école, quelle sera la prochaine demande, Abdel? Il y a une règle. La règle de la République, nous ne voulons pas de signes extérieurs d'appartenance à une religion dans les administrations ou dans les lieux publics. Si après, Abdel, dans votre famille, en sortant avec votre sœur, avec votre femme, avec votre fille, vous souhaitez qu'elle soit couverte, et elle le souhaite, c'est un choix privé que je respecte parfaitement, ça ne les rend pas moins françaises que les autres. Mais la République, Abdel, entendez-moi bien, il y a une règle. Et cette règle, elle vaut pour toutes les religions et pour tous les Français, qu'ils soient de confession musulmane ou de confession catholique ou d'aucune confession. C'est le message de la République. Merci. C'est comme ça qu'on assimile. Merci Abdel et merci Nicolas Sarkozy.